fait, le sujet, c'est sionisme, un projet colonial. Parce que mon intervention, elle est surtout historique. Je situe la genèse du projet sioniste et ma principale thèse, que ce projet-là n'a rien à voir avec les Juifs. C'était un projet colonial, particulièrement britannique, qui est intervenu après l'avancée des troupes de Mohamed Ali à partir de l'Égypte et de la Syrie pour s'emparer de l'Empire ottoman et le rénover. Or, la stratégie occidentale ou européenne à l'époque, des grandes puissances européennes, c'était d'empêcher l'Empire ottoman de s'écrouler avant qu'ils ne décident eux-mêmes de sa date de mort pour se partager ses dépouilles. Le fait que Mehmed Ali aille à Istanbul, rénove l'Empire, c'était une menace extrêmement dangereuse pour leur projet d'avenir concernant cette région vitale en Orient. Donc, moi, je ne vais pas lire mon texte, mais en gros, pour être plus clair, donc la France, au départ, elle était l'alliée de Mohamed Ali. On se rappelle quand même, il y avait des centaines de boursiers qu'il avait envoyés en France pour étudier la technologie, les sciences, etc. Et puis, elle était animée par son animosité avec la Grande-Bretagne. C'était le conflit majeur à cette époque, c'était entre la France et l'Angleterre. Mais quand Mohamed Ali a poussé ses pions pour aller jusqu'à Istanbul, la France l'a lâché et s'est ralliée aux autres puissances européennes. Donc, c'était en 1940, quand Mohamed Ali a été défait et son fils a été obligé de rentrer en Égypte, et on lui a interdit toute visée concernant la Syrie. La Syrie, on ne touche pas. On la garde sous l'autorité du sultan jusqu'au moment venu. C'est-à-dire parce que là, il ne voulait pas que le sultanat, l'Empire ottoman soit rénové. À cette époque-là, Palmerston, qui était le Premier ministre britannique, avait imaginé la création d'un État barrière physique qui empêcherait la réunification de la Syrie et de l'Égypte. Il faut rappeler historiquement, parce que quand même il y a un clin d'œil historique à rappeler, c'est que les croisés n'ont été battus que quand la Syrie et l'Égypte s'étaient réunifiées sous l'autorité de Saladin. Donc, il y avait quelque chose de l'histoire dont il voulait à tout prix empêcher ce cauchemar. Et là, il y a beaucoup de textes de l'époque qui, écrits même avec des correspondances avec Palmerston, pour dire qu'il faut créer cet État, pour empêcher à l'avenir tout scénario de ce type-là. À l'époque, les Juifs, dans leur écrasante majorité, n'avaient rien à voir avec la création d'un État juif en Palestine. C'était pour la plupart ce qu'on appelait les sionistes chrétiens, et en majorité les anglicans. Et là, je peux vous lire quand même un petit peu, parce que je l'avais préparé. Bien qu'appartenant à l'aristocratie royale anglicane, Palmerston, qui était le Premier ministre, était fortement influencé par les millénaristes protestants de son entourage, qui voyaient dans les événements en cours la possibilité de réaliser l'accomplissement des prophéties bibliques. Et là, paradoxalement, c'est ce qu'on en voit avec les évangélistes américains actuellement. Ce sont les communautés les plus antisémites qui puissent exister, et pourtant, ils sont les plus grands alliés de Netanyahou et compagnie.
dans son projet de colonisation de la Palestine, parce que pour eux, pour que le Christ, le Messie, se réalise, il faut qu'il y ait des Juifs en Palestine, donc il faut les encourager à venir. Mais là jusqu'en 1940, la majorité de l'établissement juif, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, était opposée à ce projet. Parce que ce qui les intéressait, c'était l'émancipation, l'égalité, telle qu'elle a été réalisée par Napoléon. On se rappelle quand même tout pour les Juifs en tant que citoyens, rien qu'en tant que communauté. Voilà. Non, mais entre-temps, il y a eu l'avènement du nazisme, ce qui a accéléré quand même la venue de l'immigration juive en Palestine. Mais même avec ça, c'est-à-dire ils étaient minoritaires en Palestine. Donc, voilà, après l'Angleterre, c'était les États-Unis qui ont pris la relève, et même la France, par exemple. Souvent, on dit que l'origine de l'implantation sioniste ou juive, un foyer juif en Palestine, c'était la déclaration Balfour. Tout le monde le sait. Mais 5 mois avant Balfour, le Quai d'Orsay avait promis la même chose. Mais il n'y a pas trop de bruit à propos de cette promesse que la communauté française juive avait rejetée. Voilà. Donc, bien qu'appartenant, je lis là, bon, ce dernier se sent l'instrument de Dieu pour la reconstitution du Second Temple, la Société londonienne pour la promotion du christianisme parmi les Juifs. Ça, c'est le titre de la société. Fondée en 1808 et dont il est l'un des animateurs les plus zélés et l'un des plus importants groupes missionnaires, bien que ses résultats, 6 ou 7 conversions par an, soient plutôt maigres. En 1839, Ashley s'est rendu auprès de Mehmed Ali et lui a proposé la constitution d'une société chargée d'acheter la terre en Palestine et d'y installer des Juifs. Le vice-roi, c'était le titre de Mehmed Ali, à part les bonnes paroles, l'a éconduit, bien sûr. C'était aussi le sultan ottoman, il avait fait la même chose. L'instrumentalisation de la question juive dans ce qu'on a appelé alors la question d'Orient s'inscrivait en fait dans la logique coloniale de l'époque. C'est dans ce contexte que le comte Anthony Ashley Cooper, le plus zélé des chrétiens sionistes, envoya à Palestine un mémorandum en faveur de la colonisation juive de la Palestine. Son argumentaire sera repris par le mouvement sioniste européen quelques décennies plus tard. À l'époque, ce n'était pas le cas. Ces vastes régions, dit ce document, écoutez bien, c'est très important, sont pratiquement vides d'habitants, en dépit de leur richesse potentielle en raison de la mauvaise administration ottomane ou égyptienne. Les Juifs, assurés par les puissances de disposer d'une législation civilisée, pourront les mettre en valeur. Ce slogan sera repris par Herzl et les fondateurs sionistes. Ils disent une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Voilà. Et là, ce ne sont pas les Juifs qui disent ça, ce sont les anglicans, les colonialistes britanniques qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme. Ces considérations seront globalement reprises par Bernstein lui-même. En août 1840, il assure à son ambassadeur à Constantinople qu'il existe actuellement chez les Juifs dispersés d'Europe le fort sentiment que le temps est proche où leur nation pourra retourner en Palestine. Et il demande d'encourager le sultan à accepter l'installation des Juifs en Palestine, à qui, avec les richesses qu'ils apporteraient, et regardez un peu le relent antisémite, comme quoi les Juifs sont riches, etc., avec eux, augmenteraient les ressources de l'Empire ottoman et serviraient de barrière contre les ambitions maléfiques du vice-roi d'Égypte, le Mohamed Ali. Un demi-siècle plus tard, le journaliste autrichien, juif mais athée, Theodor Herzl,
reprend à son compte cette littérature véhiculée par les sionistes chrétiens. Dans son livre Der Judenstaat, l'État des Juifs, publié en 1896, un an avant la tenue du premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, propose d'inscrire les Juifs dans la mouvance des intérêts de la mission civilisatrice européenne. Il écrit que la création d'un État juif en Palestine, et là je veux citer, serait bénéfique à l'Europe, puisque nous formerions là-bas un élément d'un mur contre l'Asie, ainsi que l'avant-poste de la civilisation contre la barbarie. Voilà, je termine, parce que je crois que mon idée, c'était ça, c'est que la création de ce projet, qui sera repris plus tard par le mouvement sioniste, est essentiellement européen, et plus particulièrement par les sionistes chrétiens. Voilà, mais je vous remercie.